Bonjour à tous, merci encore de votre fidélité. Je suis vraiment très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de School TV Le Mag. 30 minutes, une demi-heure sur la scolarité de vos enfants. Et aujourd'hui, on s'arrête sur ce qui concerne un élève sur 10, près d'un élève sur 10 en France. Voici sans plus tarder le sommaire de ce MAG. La stat fait, je vous le disais, froid dans le dos. Le harcèlement scolaire, c'est pas nouveau, mais les chiffres de ces derniers mois, de ces dernières années, sont pour le moins préoccupants. État des lieux, dans un instant avec Mathilde Wessels, avec ce sentiment qu'en 2022, n'importe qui peut être un bouc émissaire. Quels sont les signaux faibles du harcèlement? Comment les repérer? Quel mode d'intervention? On vous dit tout. Là aussi, dans un instant, enfin, l'État en fait-il assez pour protéger nos enfants en classe? Une chose est sûre, une loi est venue renforcer l'arsenal législatif sur ce phénomène de harcèlement scolaire. Est-ce véritablement dissuasif? On en parle avec nos invités et ils sont nombreux. Je vous les présente. C'est parti. Thomas Hervé, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Comédien, metteur en scène du spectacle T'en fais pas, une scène sur le harcèlement scolaire, c'est dans le 18e arrondissement de la capitale. Les prochaines dates, le 12 et le 19 novembre prochain. On est avec une bande de motards, une bande de bikers qui sensibilisent forcément au harcèlement scolaire. Bonjour Benoît Vizedelou, Grégory Huet-Camus, Yannick Collet, François Nadon, vous faites tous partie de l'association UBACA. Quelle joyeuse bande! Même si c'est pour un sujet ô combien sérieux. On en parle là aussi dans un instant. On est toujours en Skype avec Max Chung-Ming, principal du collège Claude Debussy à Nantes. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes également formateur académique sur le climat scolaire et auteur, je le rappelle, de Violence et justice restaurative à l'école. Si ma mémoire ne joue pas des tours, je crois que c'est aux éditions Duno. C'est ça? Tout à fait. C'est parti pour la loupe. Plus on est de fous, plus on rit, même si le sujet n'est clairement pas marrant aujourd'hui à la rigolade. Mais vous êtes là, ma chère Mathilde, effectivement, pour nous, encore une fois, nous éclairer. À quoi fait-on allusion quand on parle de harcèlement scolaire? Effectivement, alors c'est très clair, hein, si vous vous rendez sur le site du gouvernement, le harcèlement se définit comme une violence répétée qui peut être physique ou psychologique, ou les deux, et ça se passe dans le cadre de l'école, en classe, dans la cour et même maintenant sur les réseaux sociaux, on en parlera évidemment tout à l'heure. Il s'agit d'actes venant d'élèves, ça peut être un élève ou plusieurs envers un élève qui se trouve dans l'incapacité de se défendre. Quelles sont les caractéristiques du harcèlement scolaire, Mathilde? Alors il y en a trois principalement, la violence, lorsqu'il y a un rapport de force et de domination entre élèves et victimes, la répétitivité, agression donc qui se répète sur une longue période, et puis enfin l'isolement de la victime, sans oublier, je le disais, le numérique qui joue un rôle très important dans le harcèlement scolaire depuis quelques années. Ça se traduit par des intimidations, des insultes, propagation de rumeurs. Il y a aussi le piratage de comptes, la création de sujets ou discussions entre un camarade de classe, publication de photos ou de vidéos sur les réseaux sociaux, et ce que l'on appelle du sexting. Ce sont des vidéos filmées par des jeunes qui représentent d'autres jeunes et qui sont utilisées dans le cadre de la pornographie. Sur quoi se base ce harcèlement? Vous avez parlé de caractéristiques, il y a également des critères? Oui, malheureusement, ce qu'on retrouve en première position, c'est le physique de la victime, ensuite le sexe ou l'identité de genre. Il y a ensuite le handicap, le trouble de la communication, l'appartenance à un groupe social ou culturel, et puis il y a aussi les centres d'intérêt qui peuvent intervenir. Est-ce qu'il y a un terrain propice au harcèlement? Premièrement, l'éducation, c'est la base, évidemment, on le dit souvent ici. Ensuite, le harcèlement est plus présent à l'école primaire et au collège, surtout quand le climat de l'école est dégradé, c'est-à-dire que les professeurs et les équipes pédagogiques jouent un rôle essentiel dans la lutte contre le harcèlement. On en parlera avec nos invités. Cela concerne combien d'élèves en France? Alors, dans les chiffres, en France, près d'un élève sur 10, vous l'avez dit en préambule, est harcelé chaque année, ce qui représente plus d'1 million d'élèves chaque année sur 12 millions, ce qui est énorme. Et enfin, que dit la loi? Eh bien, une loi visant à combattre le harcèlement scolaire a été enfin votée en mars dernier. Ce qui veut dire que le harcèlement scolaire est enfin reconnu comme un délit pénal qui pourra être puni jusqu'à 10 ans de prison et 150 000 € d'amende en cas de suicide ou de tentative de suicide de la victime harcelée. Le harcèlement scolaire est puni donc de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende lorsqu'il a causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à 8 jours ou n'a entraîné aucune incapacité de travail, 5 ans de prison et 75 000 € d'amende lorsque les faits ont causé une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours. Et puis enfin, 10 ans tout de même d'emprisonnement et 150 000 € d'amende. Un stage aussi de sensibilisation aux risques liés au harcèlement scolaire pourra être prononcé par le juge. Merci Mathilde. L'expression orale. L'expression orale, je vous le disais, avec Thomas Hervé, avec Benoît Vizedelou, Grégory Huet-Camus, Yannick Collet, François Nadon et Max Chung-Ming, qui est principal du collège Claude Debussy. Ça se trouve à Nantes. On va commencer avec vous, monsieur le principal. Max, n'importe qui peut
être harcelé. Aujourd'hui, n'importe qui peut devenir un bouc émissaire en 2022 en France. J'ai envie de dire que c'est un phénomène qui n'est pas nouveau. Je crois que c'est le thermomètre qui a changé. Je pense qu'il faut renverser la question. Souvent, moi, ce qui m'interpelle, c'est que les gens imaginent ont peur que leur enfant, à juste titre, soit en situation de harcèlement, alors que s'il y a une situation de harcèlement, il y a forcément des personnes qui harcèlent, il y a forcément des spectateurs, et que c'est plutôt la majorité. La majorité, elle est là, et je pense que c'est sur cet axe qu'il faut travailler. Moi, j'ai une punchline que j'utilise souvent, c'est 100% des boucs émissaires à un moment donné ne seront pas forcément harcelés, alors que 100% des personnes harcelées ont été boucs émissaires. La question du harcèlement n'est qu'une vision paroxystique et parcellaire du phénomène qui est d'abord un phénomène d'isolement. Max, ça fait combien de temps que vous travaillez au sein de l'Éducation nationale et quand avez-vous senti que les choses commençaient véritablement à se dégrader ? Alors, moi, je parlerai pas de dégradation, je crois que c'est la vision qui a changé. Vous savez, c'est comme par rapport à tout ce qui se passe autour de la sexualité et autour du phénomène MeToo. Il y a un moment donné, il y a une autre époque où il semblait à peu près normal que des écrivains puissent dire qu'ils étaient pédophiles sans que ça choque personne. En fait, c'est le regard qui a changé. Finalement, les pratiques de harcèlement sont ancestrales. Et d'ailleurs, à ce titre, moi, j'aime aussi dire, j'aime pas trop quand on dit que finalement le harcèlement ne concerne que les élèves, il concerne aussi les adultes. Parfois, les adultes en sont les victimes, parfois ils en sont les auteurs ou les spectateurs. Et on ne peut pas faire une dichotomie aussi simple que celle-là. Thomas Hervé, vous êtes comédien, metteur en scène du spectacle T'en fais pas sur le harcèlement scolaire. Ça se joue en ce moment au Théâtre Pixel dans le 18e arrondissement de la capitale. Le harcèlement, c'est devenu un sport national ou ça l'a toujours été ? Je pense que ça l'a toujours été. En tout cas, moi, ce dont je parle dans le spectacle, c'est que moi, en gros, c'est arrivé vraiment à l'âge de 7-8 ans. J'étais quelqu'un de très timide, qui était un petit peu bouboule, comme je le dis dans le spectacle. Et j'en ai souffert très rapidement. On m'appelait BG, comme je le dis dans le spectacle. Moi, je pensais que ça voulait dire beau gosse, ouais. Sauf qu'après, on m'a dit que non, ça voulait dire boule de graisse pour mon cas à moi. Donc, c'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est un poids qui devient assez lourd. Et j'ai décidé d'écrire ce spectacle-là pour essayer Par les mots, justement, qui sont employés, par la récurrence, par la longévité ? C'est ça. Tout ça ? C'est ça. Et donc, du coup, vous avez décidé d'écrire ce spectacle pour raconter cette histoire et pour justement faire passer votre message ? Oui, c'est ça, j'ai voulu faire passer en tout cas le message que moi j'ai vécu. En tout cas, moi je parle de mon harcèlement que j'ai vécu moi. Après, il y a plein de gens qui le vivent différemment. Mais j'espère que ce spectacle puisse toucher à la fois les harcelés et les harceleurs. C'est ce qu'on m'a beaucoup dit aussi. Il y a plein de gens qui sont venus voir le spectacle, qui étaient des harceleurs aussi, qui ont pris conscience avec ce spectacle-là du mal qu'ils faisaient. Et oui, je pense que ça peut aider, je pense. Qui vous est venu en aide à l'époque ? Alors à l'époque, j'étais un petit peu seul entre guillemets. Alors je me plains pas du tout, mes parents étaient tout le temps là à mes côtés, mais c'est juste que je ne le disais pas et je n'osais pas en parler à mes parents. Et je pense que si je peux donner un conseil aux jeunes actuellement qui sont harcelés, c'est vraiment d'aller en parler, que ce soit à vos parents, à vos professeurs aussi parce qu'ils sont là. Faut vraiment parler à des gens qui pourront vous aider, je pense. Monsieur le principal, Max Schuming, quelles sont les dynamiques dans les phénomènes de bouc émissaire ? Qu'est-ce que vous identifiez, vous, à votre niveau ? Alors, en fait, moi je vais vous donner un exemple simple, parce que je crois que l'exemple n'est pas le meilleur moyen de convaincre, c'est le seul. Donc prenons un exemple simple. Moi, quand j'étais professeur d'éducation physique et sportive, je pense que j'étais à l'origine de situations d'harcèlement. Par exemple, en demandant, et tout le monde l'a connu ça, en demandant aux élèves de faire eux-mêmes les équipes. C'est un exemple que je cite dans mon livre et qui est assez parlant. Je mets 4 jeux de maillot par terre et je demande aux 4 meilleurs, en général des garçons, c'est comme ça qu'on voit les choses, de choisir leurs camarades. Donc je délègue à des élèves la responsabilité de choix. Et qui est choisi en dernier ? Eh ben, en général, c'est le bouc émissaire. Et alors, si c'est un garçon qui est choisi après les filles, vous imaginez. Et le pire, c'est que j'entends ce que dit monsieur par rapport au fait qu'il faut parler, mais bien souvent, on constate que le bouc émissaire n'est même pas conscient de sa propre posture. Lui, il se dit, bah ouais, c'est normal, j'ai été choisi en dernier. Puis finalement, quand c'est fait une deuxième fois, puis une troisième fois, eh ben, on vient plus en cours, ou alors on prend pas ses affaires, puis on vous passe pas la balle. Ça devient normal.
Alors là, moi, je voudrais dire quelque chose qui me semble essentiel, c'est que dans l'inconscient collectif, on pense que le bouc émissaire, c'est tout le temps quelqu'un qui est dans son coin, qui subit, qui pleure et qui ne sait pas se défendre. Ben, parfois, nous, on voit des boucs émissaires qu'on appelle les porcs épics, des boucs émissaires qui ne savent pas pourquoi ils sont éloignés des autres et qui aussi deviennent agressifs. Et parfois, on se trompe parce que cette agressivité, elle est renvoyée à un groupe. Et ce groupe lui renvoie l'agressivité. Et parfois, moi, ça m'est arrivé d'avoir à punir des élèves parce qu'ils étaient agressifs, alors qu'en réalité, ils étaient boucs émissaires. C'est pour ça que je vous dis que la notion d'harcèlement, elle est bien plus complexe que celle-là, enfin, que ce qu'on peut imaginer de prime abord. Et du coup, enlever l'adulte de cette problématique, pour moi, c'est un non-sens, puisque par rapport à ce que je vous ai décrit de ce que j'ai fait dans ma carrière, j'étais à l'origine de la mise en place de règles qui généraient des boucs émissaires et qui finissaient par mettre en situation des personnes en harcèlement. Voilà. Ça vient justement en écho à ce que vous avez vécu. Oui, non mais exactement, ce monsieur a tout à fait raison. Comme il le dit, c'est vrai que ça devient limite normal en fait, c'est que l'exemple qu'il donne par rapport au sport, par exemple, j'ai toujours été choisi le dernier en effet pour parler de moi, mais c'est vrai que les équipes ont beaucoup délégué, choisissez votre équipe, et c'est vrai que finalement c'est toujours moi le dernier en ce qui me concerne. Ouais. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, à force, en fait on est habitué à ça, et c'est vrai que ça devient normal comme le dit monsieur. Ouais. Oui, moi j'ai une question. Est-ce que, d'après vous, les professeurs sont assez formés? Parce que c'est vrai que ce sont les premiers qui sont sur le terrain et qui souvent sont spectateurs, j'ai envie de dire, de certaines scènes de harcèlement à l'école, au collège. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, ils sont assez formés? Max Chung-Ming. Moi, je vais vous dire, c'est pour ça qu'on a écrit un livre. Je pense qu'on doit tous se former. Et c'est pas juste l'apanage des enseignants. Je pense que c'est bon pour tout le monde dans la société, parce que moi j'ai plein d'histoires où les adultes sont à l'origine, comme je vous l'ai dit tout à l'heure concernant, ou sont victimes, ou sont spectateurs. Et parfois vous avez même des histoires où vous avez un élève dans la classe qui est bouc émissaire, ainsi qu'un adulte, et c'est des luttes entre deux boucs émissaires, et c'est les deux qui finissent par avoir mal, en réalité. Donc oui, tout le monde doit se former, et je crois qu'il faut sortir de ce stéréotype qui consisterait à penser que c'est qu'une histoire d'élèves et que les adultes sont jamais partie prenante de ces affaires-là. Et on parlera effectivement de cette nouvelle loi de mars dernier, pour voir si on disait souvent que les adultes étaient peut-être mieux protégés que les élèves. On verra si c'est le cas avec cette nouvelle loi. On parle avec maintenant 4 motards, 4 bikers, François Nadon, Yannick Collet, Grégory Huet-Camus et Benoît Videloup. Voilà, des membres de l'association UBACA. Vous trouvez tous les 4. Encore merci d'être avec nous du côté de Guingamp, bien sûr, dans les Côtes d'Armor. Qu'est-ce que cette association UBACA, qui je crois nous vient des États-Unis? Tout à fait. À la base, en fait, UBACA a commencé en début des années 2000. Donc, c'est une organisation qui a à peu près 20 ans. Ce sont des motards qui se sont réunis dans le but de la protection de l'enfance. Cette organisation s'est très vite développée ensuite aux pays frontaliers, donc le Canada ou le Mexique. Aujourd'hui, le Mexique est un gros pôle humanitaire. Et ensuite, ça s'est développé en Europe, notamment, avec la Suède, l'Allemagne, Luxembourg, le Royaume-Uni, entre autres, et maintenant la France depuis 2016. Voilà, donc ça reste toujours des motards qui se réunissent donc pour créer du lien social entre eux, pour rouler ensemble, mais aussi qui ont un but, c'est tout simplement de lutter contre le harcèlement en milieu scolaire. Aujourd'hui, UBACA se développe beaucoup en France et est la seule association de motards à pouvoir intervenir dans les écoles. Question à Yannick Collet. Quand on débarque dans la cour d'école comme ça avec ces gros cylindrés, je crois qu'il faut au moins avoir une 500 cm3. J'imagine que ça doit faire un petit peu son effet en cours de récré, non? On tient vraiment à impressionner les enfants pour qu'ils nous écoutent par la suite. Voilà, donc on arrive tous ensemble habillés en noir, avec des motos parfois qui sont brillantes. Voilà, et on crée un petit effet. Quelle est la pédagogie, quelle approche dans votre discours une fois que l'arrivée en moto dans la cour de récré fait effet? Quels sont les mots que vous employez? Déjà bonjour. Simplement, c'est une part ça commence par un respect. Ensuite, on présente notre association aux enfants, on présente les motos aux enfants s'ils veulent venir voir, les approcher.
Et ensuite, on passe directement à l'école. Et là, on commence un petit peu à discuter avec eux, à leur demander s'ils savent pourquoi on est là, ce qu'on veut, ce qu'on souhaite faire passer comme message. Et à partir de là, notre président, vous avez vu tout de suite sur la photo, Bernard Mignot, intervient et fait à peu près un discours de 2h30 grâce à des supports visuels, notamment des films, et explique aux enfants ce qu'est le harcèlement. Et à la fin, on peut avoir des questions-réponses, on peut faire des petits jeux de rôle pour mieux faire comprendre le message qu'on souhaite faire passer. Mais je vous cache pas que vous êtes assez impressionnant. Moi, j'ai l'impression de converser avec des membres de Sons of Anarchy, une série que j'adore véritablement. Et je sais que bien sûr, il y a aussi des groupes en France. Vous en êtes la preuve vivante. Mais j'imagine que quand vous débarquez comme ça à l'école, il faut trouver le juste milieu entre eh bien, le message, encore une fois, la pédagogie et peut-être il y a tout cet apparat, le décorum et le coup de pression, non ? Non, pas vraiment. Après, voilà, à savoir que les enfants nous écoutent, c'est direct parce qu'en fait, on n'est pas gendarme, on n'est pas professeur, on n'est pas leurs parents. Ils se demandent un petit peu qui on est. Donc, tout de suite, ils sont un petit peu attentifs et on débarque en moto. Donc, pour certains de ces enfants, il y a des étoiles dans les yeux, quoi. Il y a quelque chose qui. Enfin, ils sont contents de nous voir. Donc, ça marche. J'imagine que vous travaillez main dans la main avec l'Académie de Rennes, que vous avez été reconnu. Comment ça se passe ? Et est-ce qu'aujourd'hui, il y a aussi des parents qui font appel à vous ? Alors en fait, on intervient, donc soit ce sont des parents d'élèves qui nous contactent, soit des directeurs d'école, des APE, des CPE, voilà. Donc ils nous appellent, nous on se met en relation avec eux, à savoir que tout ce qu'on fait, on est en accord avec eux. Donc s'il faut venir, on choisit une date, on nous explique quelle est la cible, donc à savoir quel type d'enfants, si ce sont des primaires, des collégiens. Voilà. Thomas Hervé, comédien, metteur en scène du spectacle T'en fais pas, ça joue dans le 18e arrondissement de la capitale. C'est le type d'initiative qui aurait pu, à l'époque, justement, vous aider ? Oui, oui, carrément. Non, je trouve ça vraiment intéressant comme initiative de faire ça. Non, franchement, je pense que c'est ce genre de choses qui peut faire avancer cette cause-là, je pense. Quelles sont les mécaniques ? Qu'est-ce qui se passe dans la tête quand on est harcelé, qu'on s'en rend peut-être même pas forcément compte, on se sent pas bien, on se sent mal à l'aise, on est en colère ? Alors, moi, je me sentais surtout très seul, en fait, alors que j'étais entouré par mes parents. Mais on ressent cette espèce de solitude. Et moi, de ce que je parle dans le spectacle, c'est que je ressentais une boule, en fait, juste ici. D'accord. Une boule de peur, en fait, qui fait mal et qui tape violemment dans l'abdomen, comme si elle voulait sortir parce qu'il fait trop sombre, en fait. Et voilà ce que moi, en tout cas, j'ai ressenti. Et oui, il y a une colère aussi qui arrive un petit peu après, parce qu'on se dit, mais en fait... Je suis nul en fait. On nous le répète tellement souvent, je suis nul, je suis gros, je suis bête. Qu'on finit par l'intégrer même si c'est pas vrai. En fait, on commence à le croire et je l'ai beaucoup cru pendant un certain moment et c'est seulement même maintenant que je commence à me dire peut-être que je suis pas si nul que ça, peut-être que je suis pas si bête que ça. Mais c'est vrai que ça met du temps en tout cas. Ça a duré combien de temps et vous avez fini par en parler à qui ? Alors ça a duré combien de temps ? Comme je vous ai dit, ça a commencé très tôt, jusqu'au lycée. Ah oui, toute la scolarité. Ouais, toute ma scolarité, je l'ai vécu. En tout cas, moi, dans le spectacle, je le ressens vraiment sur le collège, parce que ça met trop de temps. Mais je l'ai beaucoup vécu aussi au lycée. D'ailleurs, j'ai eu plein de problèmes en terminale, dont je parle aussi dans le spectacle, d'ailleurs. Et j'ai réussi à en parler après le lycée, je pense. J'en ai parlé un peu plus à mes parents à ce moment-là. Je leur ai dit, voilà, je vais aussi écrire un spectacle là-dessus. Eux n'avaient rien vu ? Comment ? Eux n'avaient rien vu, vos parents ? Ils s'étaient doutés de rien ? Je pense que si, ils se doutaient bien, parce que quand ils voient leur enfant qui rentre en pleurs à la maison, je pense bien qu'ils se doutent qu'il y a un problème. Après, c'est surtout de ma faute à moi, je pense, parce que j'ai pas osé en parler, et ça, je m'en veux aussi. Je m'en suis toujours voulu de pas leur en avoir parlé. Ils ont essayé aussi de me faire dire des choses que j'ai pas voulu dire, mais ils s'en sont rendus compte. L'éducation nationale qui, vous vous en doutez bien, tente de prendre le problème à bras le corps en communiquant. Voici une nouvelle bande-annonce. La 2022-2023. Regardez. Défends-toi, vas-y. On te regarde. Oh non, mais elle est éclatée au sol. Encore elle, quelle pouffonne. Tu l'as bien cherché. Pauvre tâche, moche. Et si l'autre, c'était toi? C'est dégueulasse. Je savais pas que tu avais tout ça.
Voilà, effectivement, pour cet élément de communication de la part de l'Éducation nationale. Max Schuming, aujourd'hui, est-ce que l'école a véritablement les moyens de combattre le harcèlement, ou chaque établissement doit un petit peu se débrouiller, chaque professeur, chaque principal doit se débrouiller avec ses propres process, sa propre méthode? D'ailleurs, votre méthode, c'est laquelle? Nous, on travaille, on n'a pas une méthode. On va dire que la méthode que nous employons, c'est une méthode autour du communautaire et la compréhension des phénomènes de bouc émissaire. Mais en fait, on se nourrit de plein de choses. La méthode Picasse, avec la préoccupation partagée, le, la compréhension des phénomènes par les élèves et changer les règles avec un groupe, ça participe à aider. Par exemple, si j'avais compris à l'époque qu'il fallait faire les équipes différemment, probablement que j'aurais aidé à lutter contre ça. Ce que je voudrais dire, c'est que l'école fait partie de la société. On demande à l'école de faire des choses, mais moi, quand j'allume ma télé, quand je regarde telle ou telle chaîne, quand je vais sur Twitter, je vois des adultes qui sont loin d'être exemplaires. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse former des jeunes pour que ces futurs jeunes, enfin ces jeunes, en tant que futurs adultes, soient davantage responsables. Mais on ne peut pas demander à l'école de tout porter quand je vois au niveau politique ou même dans notre institution, partout, beaucoup de gens ne sont pas exemplaires. Vous réalisez des fiches, vous les faites avec vos élèves, c'est important de mettre tout ce petit monde dans la boucle, justement. Et que disent ces fiches ? Par exemple, on a mis en place des fiches qui expliquent comment organiser une réparation communautaire. En fait, les fiches, elles sont inspirées de ce que Nelson Mandela a mis en place, par exemple, en Afrique du Sud. Quand il est sorti de prison en sortir d'apartheid, il a mis en place les commissions réconciliation et vérité. Et du coup, il s'agissait d'essayer de réparer plus que de trouver des responsables. Dans l'histoire que je vous ai expliquée par rapport aux profs de PS, par exemple, si on s'en réfère à la loi, qui on va punir? On va punir celui qui a donné la dernière insulte, ceux qui ont été spectateurs et qui ont laissé faire les équipes telles qu'elles ont été construites, ceux qui n'ont jamais passé la balle, le professeur qui a donné une règle qui a généré tout ça. Moi, je trouve que c'est très compliqué. Et du coup, la solution, elle passe, pour moi en tout cas, et avec le groupe de personnes avec lequel nous travaillons, par une prise en compte du bouc émissaire dans le communautaire. Et la recherche de réparation et de solutions collectives est, à mon sens, plus efficace que de la recherche d'un responsable. Parce que du coup, on régénère un bouc émissaire et on est du coup dans un mouvement perpétuel de sanctions. L'info en plus. L'info en plus de Mathilde, direction cette fois-ci de Japon, qui lui aussi n'est pas épargné par ce fléau du harcèlement scolaire. C'est même le contraire. Oui, effectivement, ça a un nom en japonais. Le harcèlement scolaire se dit IJME. Alors non, je le dis très mal, mais c'est IJME. Alors c'est un vrai fléau depuis de nombreuses années, car beaucoup de jeunes se suicident. C'est d'ailleurs la première cause de mortalité chez les jeunes, c'est le suicide au Japon. Et je vais vous parler du roman Okuribi, qui a reçu il y a quelques jours l'équivalent au Japon du prix Goncourt. Il parle justement du harcèlement scolaire. L'auteur, qui est Hiroki Takashi, lui-même ancienne victime de harcèlement scolaire, décrit avec précision justement cette violence quotidienne dans un collège de la province d'Aomori, d'où est originaire l'auteur. Alors sensible aux phénomènes naturels et d'un tempérament non violent, le jeune garçon, ça c'est le pitch, s'inquiète souvent du comportement de ses camarades. Tout au long de l'histoire, la tension monte doucement vers un drame jusqu'au dénouement inattendu et énigmatique. Ce roman est disponible, si vous le voulez, en librairie aux éditions Bellefond. Merci ma chère Mathilde. On est toujours en ligne avec Benoît Vidlou, membre de l'association UBACA, cette association de bikers qui aide et qui agit au quotidien effectivement contre le harcèlement scolaire. Le harcèlement, ça touche, d'après vous, autant les filles que les garçons. Quels sont vos retours vos rétex, comme on dit, vos retours d'expérience, vos retours de terrain? Vraiment autant de garçons que de filles, peut-être plus de filles, surtout à l'adolescence. C'est vrai que là, il y a beaucoup de problèmes, le corps change, les mentalités changent, évoluent, parfois pas en bien. Oui, voilà, effectivement, suivant l'âge, il peut y avoir des problèmes. Quelle est la dimension, d'après vous, on n'en a pas encore beaucoup parlé pendant cette émission, mais ces derniers mois, ces dernières années, quand même, de l'impact des réseaux sociaux? Que vous disent justement les élèves que vous rencontrez semaine après semaine sur le terrain? Que tout va très vite. Aujourd'hui, une vidéo, une image, une photo volée, tout ça, ça va très vite, ça se diffuse très vite.
et on ne peut pas le contenir. Donc à partir de ce moment-là, les enfants se referment sur eux, ne communiquent plus, et là c'est un peu le début de la fin, malheureusement. Aujourd'hui, il y a des moyens, il faut en parler. Un adulte, notamment aussi les gendarmes aussi sont là. Il y a des nouvelles cellules qui se créent. Oubaka aussi, notamment je pense à la Drôme, à Philippe, qui a une personne de son groupe qui s'occupe du cyberharcèlement. Voilà, donc il y a toujours moyen d'en parler à des personnes. Il y a aussi des numéros verts, tels que le 3020 ou le 3018, des numéros gratuits qu'on peut appeler. Donc c'est vrai que tout ça, ça va très vite aujourd'hui. Un téléphone, c'est considéré un peu comme une arme. Si on veut vraiment faire du mal à quelqu'un, on utilise un téléphone. Thomas Hervé, le harcèlement scolaire, c'était déjà très compliqué. On a le sentiment quand même, on a fait plusieurs émissions avec Mathilde depuis l'année dernière, que face au cyberharcèlement, la donne est encore différente et que l'État semble totalement impuissant. Bien sûr. Mais c'est malheureusement les réseaux sociaux. Je pense que c'est devenu horrible. Plus pour le harcèlement, parce que j'en parle aussi d'ailleurs dans le spectacle. Moi, je ne l'ai pas vécu personnellement, mais j'en parle quand même. Et c'est d'une rapidité affolante. C'est-à-dire qu'une photo, comme ils en ont parlé, une photo volée, quand on n'est pas forcément bien mis en valeur, etc., peut tourner très facilement et les moqueries peuvent être encore plus amplifiées. Et malheureusement, je pense que c'est encore plus violent que ce que l'on pouvait connaître avant, malheureusement. Max Chung-Ming, dans ce sens, la nouvelle loi qui a donc été adoptée en mars dernier, est-ce qu'elle est dissuasive ou pas forcément ? Alors, à titre personnel, moi je suis assez dubitatif, parce que du coup, on observe des postures qui se renforcent. D'abord, dans beaucoup de situations que nous avons à traiter, quand je dis nous sommes un collectif de formateurs, de professionnels, d'élèves, de parents d'élèves, qui travaillons sur ces sujets. Et alors, moi, je mets au défi beaucoup de personnes, dans pas mal d'histoires, de dégager les responsabilités. Voilà, entre celui qui n'a rien fait, qui a regardé, non-assistance à personne en danger, celui qui a lancé le dernier geste ou ceux qui ont créé la règle. On pourrait avoir beaucoup d'histoires par rapport à ça. Et alors, pour le coup, nous, on observe aussi, comme le harcèlement, tout le monde en parle, on observe aussi des postures perverses avec des gens qui se victimisent. Ça existe. J'ai été harcelé, et on se rend compte que finalement, c'était pas vrai quand on creuse. Finalement, l'auteur qu'on pensait être auteur était victime et la victime était auteur. Et du coup, ça met en tension. Alors, on a aussi des équipes éducatives qui ont peur d'aller au tribunal et qui vont surjouer, qui vont amplifier des phénomènes. J'ai une histoire d'un gamin qui s'est retrouvé en primaire privé de récréation pendant 6 mois parce qu'on l'accusait d'harcèlement. Du coup, les enseignants ont eu peur et ce gamin-là s'est retrouvé en maternelle pendant 6 mois. Qui est bouc émissaire ? Et en fait, en réalité, on ne sait pas vraiment s'il y avait des insultes. Et s'il y avait des insultes, pourquoi y avait-il des insultes ? Peut-être que c'est un gamin qui subissait une moquerie générale et qui se défendait comme ça. Mais des histoires comme ça, j'en ai à l'appel. C'était malheureusement la crainte des sénateurs. Il y avait eu tout ce débat avant le vote de ces lois. On en avait parlé l'année dernière, effectivement. Cette loi, dissuasive ou pas, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement que ça a encore un petit peu changé le spectre concernant cette problématique. Un grand merci à tous. Max Chung-Ming, je rappelle que vous êtes principal du collège Claude Debussy à Nantes, formateur académique sur le climat scolaire, auteur, votre ouvrage, je le rappelle, de Violence et justice restaurative à l'école. C'est aux éditions Duno. Un grand merci à vous, Thomas. Thomas Hervé, merci pour votre témoignage. Je rappelle votre pièce au Théâtre Pixel. T'en fais pas, les 12 et 19 novembre prochains, et j'imagine en 2023, toujours dans le 18e arrondissement. J'espère. On espère, on croise les doigts et vous viendrez bien évidemment nous en parler. On salue également tous nos amis bikers du côté de Guingamp, Benoît Videlou, Grégory Huet-Camus, Yannick Collet et François Ladon. Un grand merci pour tout ce que vous faites et n'hésitez pas à venir en parler en plateau ici à Neuilly quand vous êtes de passage en moto. Je crois qu'il y a la place pour les 500 cm3. Et en plus, Mathilde, elle adore les gros cylindrés. 500 cm3. J'adore faire une émission comme ça, c'est magnifique. Bonne journée.